Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Ouais, bon bah... Ouais, du coup, nous deux, c'était la première fois qu'on le voyait, le film. Moi, j'ai trouvé vraiment que ça touchait juste. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'en 1 heure, ça va vite. 1 heure, c'est dur de réussir à faire monter les larmes, et pourtant c'était le cas pour moi, donc je l'ai vite séché en rentrant dans la salle. Je sais pas toi, ce que tu l'as vu la première fois quand J'ai dû le voir la première fois il y a maintenant 1 semaine, mais c'était un lien distributeur, donc c'était sur mon PC, c'était vraiment pas la même portée, mais je notais quand même déjà qu'il y avait une densité mélodramatique vraiment, comme tu dis, assez notable, quoi. Enfin, vraiment des très beaux moments d'intensité, quoi, qui prennent à la gorge, quoi. C'est vrai que ça, c'est sans doute ce qui m'a sauté direct aux yeux et le plus directement plu, ouais, dans le film. On a une petite première question sur le WooClap. Ouais, est-ce que tout le monde a pu à peu près rejoindre De toute façon, il y aura toujours le code qui va s'afficher si jamais vous êtes en retard. Mais oui, on vous demande du coup, là, on vient de sortir de la salle du coup, qu'est-ce qui vous, d'après vous, là, quel mot qui décrit le plus votre sentiment après le visionnage du film? Et on voit tout de suite les résultats qui vont s'afficher en temps réel, donc c'est ça qui est chouette. Alors il y a le truc mettre en commentaire, je sais pas, j'ai jamais testé comment ça marche, mais on va essayer de l'afficher si jamais il y en a qui veulent mettre autre chose. Mais ouais, carrément. En fait, je trouve il y a vraiment un truc qui est très réaliste ou terre à terre dans la façon dont il décrit les ressentis des personnages. Genre, c'est vraiment trop réaliste, et donc ça le prend forcément. Je sais pas si tu avais eu d'autres œuvres aussi du même auteur, mais il a en dehors de ce film, Oshiyama a déjà réalisé donc une série, Flip Flappers, et il a également contribué, été réalisateur d'épisodes donc sur Devilman Crybaby de Masaki Yuasa et quelques autres choses, mais ça c'est pas du tout le même ton. Oui. Et de ce niveau-là, à la rigueur, peut-être un peu certains films de Makoto Shinkai ou des choses comme ça, enfin certains des films plus courts de Shinkai comme ça, où c'est juste resserré sur 2 personnes. Je crois que c'est Garden of Words, si je me rappelle bien du titre. Mais avec ce réalisme, je trouve ça intéressant, notamment par rapport à l'animation. Moi, les mouvements donnés aux personnages me retournent la tête. Enfin, à certains moments, je me demandais quelle référence visuelle ou comment les animateurs, comment les équipes ont travaillé ces mouvements et réussi à donner vraiment ces élans-là, très physiques comme ça, très ancrés dans le sol, et pourtant tu as l'impression que les personnages décollent. Enfin, certains moments on dirait presque de la rotoscopie, mais je pense qu'il y en a vraiment pas, ou sinon très peu. Enfin, ouais, je pense que ce serait intéressant de voir si jamais il y a un making-of ou un truc comme ça, parce que ça pourrait peut-être même être de la motion capture, on sait jamais, tu vois, il retranscrit maintenant, ouais, c'est vrai, en 2D. Mais ouais, clairement, il y a un truc qui fait vraiment très terre à terre dans les mouvements. Alors du coup, on a mis quoi? On a mis, c'est en premier mélancolique qui ressort, et inspirant. Ouais. C'est inspirant. Ok, mélancolique, parfait. Et du coup, en commentaire, je sais pas s'il y a moyen de l'afficher. Ah oui, il y a eu des commentaires, tu penses? Ouais. Oui, on en voit, mais je sais pas comment est-ce qu'on peut les afficher. Ah bah oui, voilà. Merci pour vos contributions. Poignant, trop bien, mélange d'émotions. Bah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est vrai que pareil, découverte du film. J'avais pas lu non plus spécialement le manga. D'ailleurs, à main levée, est-ce que des gens connaissaient le manga ou l'avaient lu? L'avaient lu du coup parmi tous ces gens? Ok, super. Du coup, c'est intéressant, ça donne un autre aspect, je pense. C'est particulier. Hein. Ce mélange, ce truc. Alors, on va en parler. Hein. On est du coup dans quelque chose d'un peu tranche de vie, un peu très proche du réel aussi. Avant qu'on en vienne là-dessus, peut-être
as fait une belle remise en contexte au début de la séance. Peut-être on peut reparler quand même pourquoi ce film existe, pourquoi déjà le manga existe à la base, quel est le rapport finalement de Fujimoto, le mangaka du coup, avec les one-shots, parce qu'en fait il en a fait pas mal, hein, c'était pas son premier. Je sais pas si tu as un petit peu de... Comme je disais, c'était la première fois que je lisais Fujimoto, donc j'étais pas, enfin même si je suis passé à côté, je savais que Chainsaw Man existait, mais c'était vraiment juste une première rencontre et j'ai plus les titres des autres one shot, mais je sais que maintenant ça a attisé un certain intérêt, une certaine curiosité pour voir ce que ça donne dans d'autres genres que le tranche de vie, parce que si on vraiment le catégorise là-dedans, mais c'est, il me semble intéressant à suivre, ou en tout cas à creuser, quoi, parce que je suppose que pour lui c'est une parenthèse comme ça, sans doute avec une publication qui doit être assez soutenue. Enfin, on doit attendre beaucoup de son rythme de publication. Enfin, exactement ce qui est présenté là par rapport à Kick Shark, je crois, dans le film. Je pense que la référence est assez lisible, mais non, malheureusement malheureusement et heureusement c'était mon début, ma première rencontre avec Fujimoto. Non, mais c'est intéressant parce que du coup moi j'ai regardé un peu, j'ai pas vu non plus énormément de choses de Fujimoto, hein. Pareil, moi je suis venu avec Chainsaw Man en tête, j'ai regardé qu'une première saison et tout ça de l'animé en fait, donc très peu de connaissances au départ, et j'ai regardé un peu, il a fait quand même 6 one-shots avant de commencer Fire Punch, qui était un peu l'un des, du coup sa première série finalement. C'est des one-shots qui avaient déjà beaucoup de thématiques qu'on retrouve en fait dans celui-là. Il y a toujours un mélange il y a un petit peu d'absurde d'un côté, il y a des trucs très sérieux à chaque fois, des trucs un peu même plombants parfois, un peu durs. Et il arrive à mettre des choses absurdes, de l'humour un peu délirant en fait. Et il y a aussi tout un... ça peut aller dans le fantastique, ça peut aller un peu dans le thriller. Il y a plusieurs exemples comme ça dans ces one-shots. Et il y a aussi... il avait aussi déjà traité cette thématique du deuil finalement qu'on retrouve ici, quoi. Et t'as aussi quand même... t'as l'air de parler d'un peu de mélange de style, ou en tout cas d'une certaine flexibilité de naviguer d'un genre à un autre. Et c'est... On retrouve un peu ça à la fin avec quand le petit comic strip passe sous la porte et que il remonte le temps et permet de réécrire un peu l'histoire, au moins dans la tête, pour faire aussi passer le deuil, avec justement ce regard en arrière qu'elle arrive soudain à exercer. Enfin, je trouvais que c'était une idée assez merveilleuse, pour résoudre justement la peine du personnage. Ouais. Et qui semble pas tellement appartenir au réalisme qu'on évoquait juste avant, quoi. Ouais. En fait, oui, c'est ça, on se pose la question, je pense un peu tous, de est-ce que c'est vrai du coup ce moment-là, est-ce que on n'arrive pas vraiment à savoir, et justement je pense qu'il y a de l'ambiguïté, ou alors est-ce que c'est juste dans sa tête et que c'est une façon pour elle d'essayer d'être dans le couple un petit peu, et se dit ok, qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais fait les choses autrement, si j'avais été plus ouverte, si j'avais pas forcé la main. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire sur le personnage principal, on va parler juste après, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, du coup, ce mélange de styles qui arrive à la toute fin, il peut être un peu déroutant quand même. Parce que vraiment, moi, en fait, je me suis dit, au moment où elle est face à la porte, là, elle arrive, il faut arrêter le film. Il y a un moment, je me suis dit ça. Et en fait, au final, tu laisses arriver un peu tout le bordel avec... elle arrive en mode karaté et tout, machin. Et ensuite, ça revient sur du réalisme. Et là, tu reprends le film un petit peu. Donc, faut oser, je pense. Clairement. En fait, je pense que ce soit dans le manga de Fujimoto ou dans le film, c'est... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se repose juste en fait sur des possibles, des possibles en fait, du dessin dans le cas du manga, ou de l'animation dans le cas du film, étant donné que de toute façon
Enfin, il y a ce truc, cet écueil que le cinéma, c'est la mort au travail, etc., etc. Mais l'animation, c'est toujours donner de la vie à des formes, à des couleurs et à des traits. Et en l'occurrence, je trouve ça trop beau que ça revienne à ce moment-là, qu'il s'agisse de... non pas de la ressusciter, parce qu'on sait tous que c'est impossible et le film va pas dans cette singularité-là, mais qui se servent de ça simplement pour en arriver à... avec cette once de fantastique, juste résoudre quelque chose qui est très tangible, quoi, quelque chose auquel on peut, je pense, vraiment se... Enfin, j'arrive pas en français, relatable, enfin, auquel on peut s'identifier. Ouais, carrément. En fait, ouais, bon, on voit là en premier carrément c'est la passion artistique. C'est-à-dire vous avez bien compris le film, parce que clairement, en fait, c'est ça, c'est le truc qui lui permet de passer dans un autre état d'esprit après ce deuil. C'est clairement ce moment où elle se remet en tête ce que c'est que d'avoir de la passion artistique et d'avoir débuté le manga et d'arrêter de se dire bah j'aurais pas dû commencer, etc. Ou alors comme au tout début où elle dit bah non, j'abandonne. Et en fait on voit qu'il y a une motivation qui est bien plus belle, c'est tous les moments vraiment qu'ils ont passés ensemble avec cette passion là. Et c'est ça qui ranime un peu la flamme, ou comme tu dis, ça permet de la faire revenir, mais d'une autre manière. Et c'est clairement ça. Elle met ça sur sa fenêtre, les 4 cases, là, juste pour se rappeler comment ça a commencé, ce qu'il est possible de faire, et peut-être aussi pour éviter de se dire bah, j'aurais pas dû le faire, peut-être. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce 4, j'ai pas assez étudié, mais normalement, ces 4 cases, c'est très ancré. Nous, dans la version occidentale, on est beaucoup début, milieu, fin, donc en 3 actes au niveau de la narration. Et en fait, eux, ils ont autre chose, c'est un truc en 4 actes. Et du coup, ça se fait beaucoup ouais, en manga. Et en fait, il y a un terme pour ça, je ne l'ai plus, ou alors je vais totalement l'écorcher. Mais du coup, ça suit. Il y a beaucoup de gros mangas qui suivent ce truc-là de narration avec des arcs en 4 parties. Ouais. Ouais. Et donc, je pense, à mon avis, certainement que le film aussi, que le manga, le bac, doit suivre cette structure-là en 4 parties. C'est pas impossible, ouais. À revoir, ouais. Effectivement, j'ai pas suffisamment étudié le découpage à ce point, mais j'aime bien cette hypothèse. Et alors là, on a un profil finalement un peu torturé dans les sondages, parce que un peu à l'image du film finalement, mais l'amitié est vraiment genre à 3% des réponses. Et c'est intéressant parce que du coup, la passion artistique, le truc dévorant, quoi, vraiment, on sait à quel point être mangaka au Japon, c'est dur, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça épuise physiquement. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a une mini, on va dire, réflexion là-dessus, où on voit ce profil de celle qui est enfermée dans son atelier, dans sa chambre, en fait, à travailler toute la journée là-dessus, et l'autre qui est au début plutôt dans un délire, genre ah oui, je fais ça en 5 minutes, un peu prétentieux, etc. Oui. Ça parle un petit peu de différents profils, je pense, de mangaka qu'il peut y avoir. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, cette petite réflexion comme ça dans le film. Ouais. Et ce qui est intéressant du coup, c'est l'amitié là, qui est quand même un thème du film malgré tout, qui est logique aussi, puisque quand on écrit un récit entre deux personnages, on va mettre un peu cette relation entre les deux, ça va nous porter en fait au long de l'histoire. Ça montre à quel point les deux sont différentes. Enfin, il y a vraiment ce rapport intéressant dans la relation, quoi. Elles se complètent en fait, du début à la fin, que ce soit dans leurs aptitudes de dessin, que ce soit dans leur tempérament. Enfin, vraiment, elles ont une relation qui est toute saine, quoi. Enfin, en même temps, Fujino, ça lui permet d'être redescendre un peu sur terre, de faire dégonfler les chevilles, et ça donne un peu un peu de courage, quoi, quand même à Kiyomoto. Donc c'est cette dynamique, ouais, de elle qui crée l'histoire, tandis que Kiyomoto, elle, fait les fonds. Enfin, j'y ai pas pensé tout de suite, mais je me suis dit, mais c'est vraiment juste ce qui est au cœur, quoi. Donc, effectivement, au final, je pense que limite passion artistique et amictive fonctionne. C'est un seul et même mouvement dans le film de toute façon.
Et en plus, elle traite pas du tout ses amis de la même manière, parce que les autres qu'elle a lâchés entre guillemets pour le manga, en fait, voilà, il y a pas cette même étincelle qu'elle a en fait au final qu'elle retrouve après. Et là, c'est vraiment le manga qui les anime, c'est ce truc-là qu'ils ont en commun, et c'est presque la seule peut-être aussi, comme elle est dans son monde, à comprendre à quel point c'est dur et qu'il y a du travail derrière. Et moi, j'ai beaucoup... Enfin, c'est pas pour rien que c'est l'affiche du film, ce truc où on la voit de dos soit sur sa tablette ou soit sur son bureau au début. Parce que clairement, moi, j'ai cette même image à la maison d'une illustratrice qui fait ça sur son bureau, sur sa tablette. Et clairement, je pense qu'on sous-estimera toujours le temps et le travail que ça demande de faire du dessin dans le manga, parce que comme ils disent, j'ai l'impression de jamais en voir le bout, et c'est ça en fait, c'est quand on connaît quelqu'un qui fait ça ou quand on vit avec quelqu'un qui fait ça, et ben c'est clairement cette image qu'on a de la personne, c'est adossé de dos avec la lumière peut-être des fois de la tablette qui éclaire son visage dans le noir, et c'est tout. Et en fait, clairement, c'est ça, c'est cette amitié. Elles l'ont perçue directement comme une évidence parce qu'elles se comprennent toutes les deux d'à quel point ça a été dur. Et c'est des fois le seul truc aussi qui les motive dans la vie. Parce que tu vois que quand elle abandonne le manga, elle est en mode Chainsaw Man, elle a la bouche ouverte comme Denji, elle est comme ça, et il n'y a plus rien en fait. Et c'est vraiment le premier truc qui l'a motivée à fond. Et donc ouais, clairement c'est... Merci de m'avoir fait sortir. Sur les scènes, les meilleures scènes du coup du film d'après vous, les scènes les plus marquantes en tout cas. La scène du premier manga, c'est marrant parce que c'est vrai que tu commences, c'est un peu sérieux et tout, et d'un coup t'as le truc comme ça, c'est cartoon et t'as plein de couleurs. Oui, j'ai trouvé ça très audacieux le début du film, de démarrer sur un plan en mouvement de zoom comme ça sur la maison, mais saccadé, parce qu'on est sur un truc de l'animation peut-être en 12 images par seconde ou quelque chose un peu en dessous quoi. Et on arrive là-dessus, et je trouve, pour accueillir des spectateurs dans un film, on n'est pas dans le confort quoi, on n'est pas dans le... on est dans un truc tout de suite un peu choquant, on se dit est-ce que c'est la salle de projection qui bug, est-ce que tu vois, est-ce que ça il y a plein de films qui se mélangent. Ouais. Et justement, c'est ce que je trouve assez très réjouissant, c'est que tout de suite c'est très généreux, il y a plein de propositions. Enfin, tu commences avec un plan très spatialisé comme ça, t'as l'impression qu'ils se sont imaginé le point de vue d'un drone, enfin ce plan là qui redescend, et tu passes à quelque chose, enfin limite c'est on n'est pas dans un crayon Shin-chan, qu'est-ce qui se passe, enfin c'est avec des couleurs très comme ça flashy partout, mais en vrai, moi, j'étais content de voir ça parce que c'est vrai que je me posais pas la question en lisant le manga de quelle ère ça aurait en fait si c'était animé. Mais je trouve ça super que Oshiyama se soit posé cette question, qu'est-ce que ça donnerait si ces comic strips là étaient animés eux aussi. Et le fait qu'il aille rajouter quand il rajoute du mouvement, il fait vraiment pas semblant, et c'est ça, on va ça parler emporte. un petit peu des traits en fait déjà qu'il y a présent dans le manga, la façon un peu nerveuse que Fujimoto normalement a de dessiner beaucoup de scènes d'action, et comment est-ce que là le réalisateur du film va le retranscrire. Alors oui, du coup j'avais mis en formaliste parce que comme ça du coup c'est pas très pertinent. Apparemment la scène la plus marquante du film c'est Lorsk. Oui. Et moi je suis d'accord avec ça. Merci Jérôme. Je pense que c'est Lorsk. Voilà, on a la scène un peu du deuil, effectivement, dans la maison. L'annonce du décès, ok, ouais, qui est assez marquante, avec le téléphone qui tombe, hein, c'est ça, par terre. Ah oui, alors ça se met à jour, du coup, on voit les trucs et tout. Voir la scène où l'ami est en train de se faire agresser. Alors oui, celle-là... Très peur de la voir mourir. Ouais, j'ai ressenti la même chose. J'avais pas envie de la voir, cette scène. Oui. J'étais en mode, ah non, ils vont quand même pas nous montrer ça, quoi, et tout. Et comme en plus on est dans ce truc finalement alternatif, qui est assez particulier aussi du coup, c'est vraiment un truc où on n'avait pas envie de regarder quoi.
c'est vrai que tu peux avoir des sales attentes. Ouais. Quand tu vois juste les coupures de journaux, t'es comme non, il va pas oser faire ça. Quoi. Enfin, là, vraiment, ça aurait été de très mauvais goût. Bah après, il y a quand même une rupture de ton et une rupture de goût aussi. Enfin, tu passes limite, soudain, t'as quasiment un montage Sentai vu du dessous sur une cascade. Enfin, c'est quelque chose, limite, tu verrais ça dans les Kamen Rider ou des choses comme ça. Enfin, c'est limite des figures de style. Je pense que ça parle aux japonais amateurs de tokusatsu, de choses comme ça. Mais je trouve. Il déjoue les attentes, quoi. Ça aussi, c'est assez intéressant. Ouais, parce qu'en fait, moi au début, je me suis dit, putain, j'ai vraiment pas envie de l'avoir se faire tuer et tout. Et après, pourtant, je me suis dit peut-être qu'il peut en faire un truc intéressant, où vraiment juste ça arrive d'un coup. Et en fait, c'est la même chose, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, c'est juste. La morale, c'était que même si elle changeait les choses, elle faisait différemment, bah au final, elle aurait repris le même chemin. Il y aurait eu ce même décès brutal. Et d'ailleurs, je trouve que en général, même dans ses œuvres, il y a toujours ce truc où le décès il arrive d'un coup. Et en fait, c'est pas ça le plus important. Et d'ailleurs, on l'a revu parce que là, il a pas montré le moment du coup où elle se fait tuer. Et c'est pas ça le plus important. C'est vraiment la façon dont les personnages réagissent à la mort. Et en fait, c'est juste, ça tombe dessus. Et il y a ce moment moi je me suis senti anxieux quand elle voulait l'appeler et qu'elle ne répondait pas. Clairement, moi je me suis senti le plus anxieux à ce moment-là. Et qu'elle voit sa mère ensuite qui la rappelle. Enfin, t'as son visage. D'ailleurs, c'est peut-être l'image du film qui ressemble le plus au manga, je trouve. Ce visage à ce moment-là de Fujino. Enfin, ça dit tout. Il n'y a pas besoin de voir de scène de meurtre ou quoi. Enfin, ce visage dit tout. Il est dévasté. Donc, pourquoi? Enfin, c'est à partir de là, ouais, il peut reposer son spectateur un petit peu et ne pas lui imposer des choses. Et alors toi, tu nous avais dit, Alexandre, il y avait une scène qui t'avait particulièrement marqué et qui est marquante aussi dans le manga. Voilà, qui est là, la danse dans la pluie. Mais non, mais j'ai encore pleuré, c'est pas possible. C'est vrai. Je te jure, c'est encore mieux en salle. Enfin, parce que déjà, c'est une très très belle double planche dans le manga. Il me semble qu'il y a 2-3. Que c'est découpé un petit peu, qu'on la voit commencer un peu à être guillerette comme ça et à marcher de façon un peu débonnaire et très. Ce truc. Cette drôle de marche qu'elle emprunte, et après on a juste un plan où on la voit lever les bras sur le chemin sous la pluie à côté de la ligne de pylône, voilà, c'est ça, voilà cette image. Ça, et je sais pas, c'est cette surprise souvent quand t'as des doubles pages comme ça, en plus quand elles sont aussi belles que ça, tu l'ouvres et soudain t'es comme, je vais rester 5 minutes comme ça, là je suis bien, je crois. Et ce qu'il en fait dans le film, mais c'est merci, parce qu'il a, tu sens qu'il a compris à quel point elle était importante cette scène. Ne serait-ce que ce basculement, t'es au-dessus des rizières et soudain ça se rapproche d'elle, et j'adore le dessin de Fujino à ce moment-là. Elle perd ses contours, elle commence à déborder de sa silhouette, elle est que de l'élan, que cette énergie-là, et moi ça me retourne l'estomac. Enfin, je trouve ça super. Ouais, c'est marquant. Moi alors, pour avoir en contrepoint. Vas-y, je t'écoute. Je pense la scène elle est super cool, mais du coup en ayant la double page en tête, je préfère cette double page parce qu'il y a un truc que j'aurais voulu voir. Après c'est vraiment perso quoi. C'était, et que j'ai pas ressenti, c'est la façon dont elle est dessinée ici. En fait, il y a une espèce d'explosion de force où tu as l'impression que ça tire un peu comme ça, que ça tire et le fait que l'image soit figée, du coup ça reste. Et en fait, dans l'animation, comme c'était très fluide et que ça rebondissait, j'ai pas eu le même sentiment que j'aurais peut-être aimé avoir un moment, peut-être où il y aurait peut-être eu un slow-mo sur son truc. Tu vois, ça aurait été bien. Ouais, parce effectivement. En fait, j'aime vraiment beaucoup ce truc-là où c'est même quand tu t'étires le matin, et t'es genre comme ça. Et en fait, ça, je l'ai pas ressenti. Oui, c'est comme si ça explosait pas. J'ai trouvé ça. Oui, voilà, ça rebondissait un peu et ça allait pas au bout. Même, c'est une sensation un peu comme ça qui était dans la continuité, dans la fluidité. Effectivement, ça s'imprime dans nos cerveaux, cette case, quand on la voit forcément dans le manga.
Non, c'est clair. D'autant qu'il a, il a dessiné le flou aussi. T'as du flou de mouvement, quoi, je veux dire. Donc c'est déjà très, très, très dynamique, quoi. Mais c'est... Enfin, c'est ce que je préfère, je pense, dans tout le manga et dans tout le film. Mais c'est... Bah alors ça peut faire une bonne transition pour ce qui est justement du style graphique un peu qu'on voit dans le film et finalement qu'on voit aussi... alors je sais pas quelle est la prochaine question, mais nous on va parler de ça en tout cas. Ou alors peut-être on peut aller sur le style graphique parce que finalement on a pas mal déjà parlé de narration. Dans la case qu'on voyait juste avant, déjà pour quelqu'un qui connaît pas forcément le style de Fujimoto, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut gêner ou qui peut être un peu marquant dans le visage en fait. Alors c'est une sensation purement très subjective de ma part, mais moi quand on me dit manga, moi j'ai surtout eu l'habitude de lire des mangas shonen. Et donc on a souvent une forme de standardisation aussi des traits, même si chaque auteur bien sûr a sa propre patte. Et le style de Fujimoto a ce truc un peu spécial, je trouve, dans le visage. On voit que c'est déformé, c'est pas beau en fait, d'un point de vue plastique. Il y a ce truc un peu, elle fait une grimace, etc. Et en fait, je me suis rappelé après de l'animé Chainsaw Man et tout ça, et en voyant le film, et en fait on se rend compte que ce style il est là partout, quoi, et on le retient pas forcément en tête si on l'a pas sous les yeux, mais il y a ce truc un peu rude dans le dessin, je trouve, quand même. Je sais pas si vous avez partagé le même sentiment que moi. Ah si, complètement, et c'est ce qui fait que c'est expressif, justement. Enfin, je complètement pour le numéro 2 ici. Enfin, c'est moins facile de synthétiser, si on veut, une émotion avec peu de traits. Enfin, donc, tu peux en arriver aussi à quelque chose qui tient de la caricature, mais j'ai l'impression qu'il y a une question de dosage qui me semble juste, quoi, en termes de... C'est ça qui est fort aussi, c'est que des fois il peut vraiment donner l'impression d'utiliser trop de traits, mais en fait non, c'est souvent juste ce qu'il faut pour que ce soit très chargé, voilà, en intention, et qu'on comprenne très bien en fait ce que ressentent les personnages, sans tu vois que dans le manga souvent ça passe beaucoup par les yeux ou par la manière dont les yeux sont dessinés. Que là, voilà, par un froncement, tu sens que... Enfin, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dessiner. Là, pour moi, on est vraiment dans une patte artistique qui est très forte, quoi, en fait, qui est vraiment très unique, en fait, propre à son auteur, quoi. Et en même temps, il y a ce côté donc très brouillon, et pourtant il y a vous pouvez le voir là au niveau de la lumière, des ombres, il y a quelque chose de très qui fait très ciné. Genre, c'est juste, ça fait très réaliste dans les ombres et tout. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a les deux qui cohabitent en même temps dans le dessin. Et clairement, quand j'ai vu qu'il allait être adapté, je me suis dit, c'est parfait. Parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment envie que ça. Dans les inspirations, tu vois, il veut que ça sorte en film, quoi, clairement. Enfin, moi, j'ai vraiment ce ressenti des fois, surtout sur ce one-shot-là, quoi. Je trouve que Fujimoto pour le coup a déjà un style très cinématographique dans sa façon de faire des planches, dans sa composition en fait de pages tout simplement. Donc là c'est la scène où ils sont en pleine ville et du coup tu vois là dans ce truc là et dans le film il y a beaucoup plus de passants devant. Là ils ont vraiment créé un passage pour qu'on puisse bien les voir au milieu. C'est deux choix d'adaptation différentes. Mais tu vois, il y a énormément de plis, de choses comme ça dedans. Je pense pas que ça se retranscrit au niveau des vêtements, par contre, dans l'adaptation. Il n'y a pas autant de détails, je crois. Tu peux, c'est-à-dire en animation, si tu as moins de jouer sur des effets cellulo et des variations dans la couleur, des choses comme ça, si tu surcharges en traits ta silhouette, ton dessin, ça devient impossible. Oui, et ça devient très très raide et il y a des choses merveilleuses dans ce style là, mais je sais pas, les cheveux de la petite fille dans l'œuf de l'ange de Mamoru Oshii, c'est des semaines et des semaines à s'arracher les cheveux. Ou je pense à
Vampire Hunter D de Yoshiaki Kawajiri avec des designs ultra chargés enfin des capes pleines de plis, des cheveux, enfin la moindre mèche qui est dessinée, c'est super lourd malgré tout. Donc tu dois faire le sacrifice de ces détails-là pour pouvoir en fait retranscrire plus ce que l'animateur ou ce que le réalisateur considère comme étant voilà l'émotion qui réside en dessous en fait. Je le suppose comme ça et je suppose comme ça aussi parce que j'ai l'impression que de ce côté-là ils se sont pas trop plantés, ils ont vraiment fait honneur au manga donc clairement oui, il y a des designs bien plus complexes, je pense à notamment par exemple dans genre Cell dans Dragon Ball, tous les petits le pattern là en losange ou je sais pas quoi, c'est une tare animée en fait. Et du coup, oui, clairement, quand tu as autant de traits comme ça, tu peux pas du tout le retranscrire dans de l'animation parce que sinon, en 2025, on y sera encore, quoi, à attendre la sortie, quoi. Et c'est intéressant parce qu'il y a le même débat du coup sur la création des mangas de Fujimoto et même de tout autre mangaka. Quand on passe du one-shot à la série, ça implique des modes de production différents. Parce que une série, voilà, ça va être dans le Weekly Shonen Jump, c'est weekly, donc c'est hebdomadaire. Il y en a d'autres, c'est mensuel. On doit sortir 20 pages en une semaine ou en un mois. Ça n'a rien à voir avec l'élaboration d'un tome de one-shot, en fait. Et du coup, il y avait cette question de comment est-ce que ça se retraduit dans le trait de l'auteur, en fait. Alors certes, il va beaucoup plus dessiner, il va être dans l'intensité, donc il va exercer son trait, surtout s'il est jeune et qu'il n'est pas encore à fond. Il va s'exercer, donc au bout d'un moment, voilà, il va atteindre un certain niveau. Et en même temps, il ne peut pas aller aussi loin à cause du délai de sortie, en fait, quoi, qui est vachement pressant. Il ne peut pas forcément aller aussi loin qu'un trait, qu'un dessin sur un one-shot, où peut-être il a un mode de production plus souple, en fait, beaucoup moins serré que pour une série. Et c'est la même question pour est-ce que tu sors un film ou une série animée, enfin, c'est toujours la même question. On parlait de Miyazaki aussi qui met des années à sortir un film, tu vois, parce qu'il veut vraiment bosser à fond chaque détail de l'animation, il supporte pas que les trucs soient pas parfaits et tout. Donc il n'y a pas un dessin produit, il y a quasiment aucun dessin qui est produit sur les tournages des films de Miyazaki qui repasse pas par son bureau, quoi. Faut dire que le gars est maladivement travailleur de ce côté-là et il est connu pour ce côté très, on va dire, embêtant. Donc ça me fait penser d'ailleurs là, parce que je l'ai sous les yeux et en parlant de Miyazaki, j'y pense, mais il est aussi très détaillé de toute façon dans ses storyboards. Miyazaki, faut s'y tenir, tandis que là, quand on voit le storyboard d'Oshiyama, il est beaucoup plus brouillon, il laisse beaucoup plus de possibilités en fait à ses équipes. C'est très permissif en fait. Donc comme ça on peut se dire, on pourrait se dire à première vue, c'est pas un travail hyper attentionné, hyper professionnel, mais au contraire, il connaît bien ses équipes. Et il sait ce qu'il peut attendre de ces personnes-là et de leurs compétences de travail. Je trouve ça. Je trouve ça bien en fait, moi de voir sentir le collectif qui s'exprime, quoi. Bon là c'est conclusion, expressivité, l'une des marques bien particulières du style manga en fait en général, hein, oui. L'expression, le fait de. Et d'ailleurs ça m'a, en tant que film d'animation, tu vois, one shot, le premier truc qui m'a vraiment attiré l'attention là-dessus, c'est la scène où elle réagit au manga pour la première fois là, où elle fait une tête. Il y a un plan énorme où elle fait une tête, et là vraiment c'est très manga, quoi, ça, ouais. Ce truc là. Il manque plus que le petit corbeau qui passe comme ça. Ouais, exactement. C'est vraiment un code très manga, ce truc là où elle réagit avec les yeux. Je sais pas si c'est horrifié, extrêmement étonné, quoi. Et donc ouais, c'est vraiment l'empreinte de l'expressivité dans le genre manga, quoi.
Diriez-vous que le passage du manga au format animé a parfaitement su capturer l'essence du trait de Fujimoto? Il a globalement réussi à retranscrire le style de Fujimoto, où il a plutôt perdu l'énergie du trait original de Fujimoto. Donc c'est bien parce qu'on vient d'en parler. Et on a une salle plutôt quand même satisfaite, hein, a priori, de cette adaptation. Donc, Moi, je suis plutôt dans le milieu, je trouve, globalement. Il y a des moments... Il y a un autre moment aussi qui m'a gêné, du coup. C'est le moment où elle est en train de tryhard pour... quote quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, qui est en train vraiment d'être à fond dans son manga quand elle est publiée avec sa série et tout sur sa tablette. Et elle a la bouche ouverte, là, comme ça et tout. Et en fait, ce moment-là, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était... En fait, il n'était pas animé. Et ça m'a un peu sauté aux yeux. Bizarre. Je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, sur ce moment-là, enfin surtout que là pour le coup, t'aurais envie de voir, je sais pas, une petite veine qui pulse ou la joue qui tremblote. D'ouvrir la bouche. En fait. C'est vrai que ne serait-ce que ça, ce serait tout simple. Mais c'est vrai que c'est pas le montage cut le plus réussi de tout le film. Effectivement, ouais. Ce plan-là en particulier m'a fait bizarre, mais autrement. Autrement, j'étais dedans, quoi. Ce moment-là en particulier, quoi. Peut-être Miyazaki aurait jamais voulu faire passer ça. Après, ça passe dans la perfection, en fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même ce mélange des styles, il y a beaucoup d'humour dedans aussi. Et en fait, des fois, juste tu te dis, bah, t'acceptes, quoi. Je pense que le moment où elle sauve en mode karaté et tout, là, je pense que jamais, s'il n'y avait pas eu la scène d'intro avec... l'accident de voiture et tout, machin, le météorite qui va embrasser et tout. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, la scène vers la fin, elle aurait jamais fonctionné parce qu'elle aurait vraiment été de trop. Et elle sortirait de nulle part. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas installé ce ton comme pouvant cohabiter avec le reste. Ouais. Donc c'est un peu un set-off payoff. Non, c'est set-off payoff. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à ça, pouvoir un peu s'habituer au regard ou au ton, quoi. Ouais. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les ambiances qu'il y a dans les mangas de Fujimoto, etc. C'est le côté où il arrive à faire des histoires sérieuses, voire dramatiques, mais toujours à placer de l'absurde dedans et des choses un peu délirantes qui finalement arrivent à passer, quoi, à travers tout ça, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu veux qu'on passe à une autre question? Bah ouais. Je sais pas ce qu'on a. On redécouvre notre... Si vous deviez adapter une scène de Look Back en live action... Ah oui, grande question de live action aussi. Là, ça pose cette question-là. Nous, ce qui nous intéressait particulièrement avec le film, c'est simplement le fait d'adapter un format vers un autre, de se dire comment est-ce qu'on passe du manga papier, qui est figé en fait page par page, et pour arriver à un médium où c'est animé finalement, quoi. Et d'ailleurs, très intéressant, j'ai écouté une vidéo sur l'exposition qu'il y avait eu au Festival d'Angoulême autour de Chainsaw Man. Il y avait une exposition avec des objets vraiment en volume. Et les deux personnes qui étaient en charge de cette exposition ont fait ce travail d'adaptation du manga vers le volume, la sculpture. Okay. Et je trouvais ça assez intéressant. Parce que du coup, tu te dis comment est-ce que tu retranscris les traits de Fujimoto qui sont sur le papier en noir et blanc à une statue, en fait, un truc en volume, en plastique, quoi, ou des choses comme ça, quoi. Ok. Eh ben, je sens qu'il y a un gros traumatisme dans la salle de gens qui ont dû voir des live action qui n'étaient pas top. Je sais pas si on peut le mettre en liste. Ici, ouais, tout à fait. Il y en a vraiment, ouais, ça les choque. En fait, il faut se dire que le travail d'adaptation, ça vient quand même à la base normalement d'une volonté artistique avant d'être sur une volonté d'argent, tout simplement. Ouais. Et que en fait le travail d'adaptation, c'est quand même des choix qui peuvent être intéressants, qui amènent des choses. Là, le travail d'adapter un manga en animé, on sait faire. En live action, en fait, il y a des codes qui fonctionnent pas, tout simplement. Mais il y a des codes qui fonctionnent. Et en fait, ouais, la question, elle est intéressante parce que Look Back, en plus de ça, c'est quand même un manga qui est ultra réaliste. Et à part les 2-3 trucs un peu plus fantastiques, et encore, je trouve qu'en fait, ça passerait nickel en live action.
Et en fait, ça permet d'avoir une lecture différente d'une même œuvre. Alors on perd des choses, mais on en gagne aussi. Et en vrai, je trouve que faut pas forcément se fermer parce que c'est cool. Mais par contre, oui, en effet, quand c'est des gros trucs, gros studios qui veulent adapter un truc juste pour gagner de l'argent, là, je suis d'accord avec vous, c'est pas top. Non, mais forcément, là, on le voit là affiché. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Enfin, bien sûr que non. Là, on est dans l'art, donc c'est du choix. Est-ce qu'il faudrait un intérêt pour le faire? Ce qui est intéressant quand même dans cet exercice, c'est que on le sait, normalement le live action, souvent ça a été fait pour des fans, enfin, c'est-à-dire dans le sens où c'est dans le milieu ancré de la culture manga au Japon, etc., et la culture animée, et du coup, waouh, on va sortir le film et vous allez voir, ça va être trop bien, il va y avoir plein d'effets spéciaux, et souvent les fans sont les premiers déçus parce que plastiquement c'est pas top, enfin voilà. Alors qu'en fait, juste se dire, oublier le terme live action et se dire, et pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas juste une histoire qui a été écrite par un mangaka en film en fait, et comme on sait très bien le faire en France, comme on sait le faire dans d'autres pays, et de se dire oui, c'est deux gamines qui vont incarner le perso, et ça va peut-être être touchant parce que l'avantage de la prise de vue réelle aussi, c'est que finalement en termes d'immersion, c'est aussi proche de nous quoi. Parce qu'on peut s'identifier plus facilement, parce que c'est littéralement des humains. Et c'est là où je pense beaucoup de live action se trompent aujourd'hui, dans la volonté de vouloir coller plastiquement, de faire des perruques, vraiment de vouloir transposer les persos de l'animé ou du manga en version chair humaine, mais c'est toujours les mêmes, ils ont toujours les cheveux orange, c'est pas top quoi. Alors que, par exemple, on sait faire des films en fait. C'est juste la réponse, c'est on sait faire. Donc en fait, il y a même des codes qu'on peut retranscrire en fait de l'animé vers du live. C'est-à-dire tout le côté flou de mouvement. En fait, ça c'est l'inverse. Ça vient du cinéma, le flou de mouvement. Tout à fait. Donc en fait, c'est faisable. Et en plus, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, on a quand même du mouvement un peu qui s'efface un petit peu, tellement des fois il y a du flou. Et en fait, ça, c'est des vraies techniques. Il y a un réalisateur, j'ai oublié son nom, c'est In the Mood for Love. Wong Kar-wai. Voilà. Wong Kar-wai, il utilise beaucoup ce truc de flou de mouvement exagéré, où des fois, il y a des mouvements de foule. Et en fait, on voit un peu une trace, un peu comme les gens qui font de la photographie, par exemple, de voitures sur la rocade, et on voit juste les traces de phares, etc. Ouais. Et en fait, il y a des réalisateurs c'est un peu leur patte, des fois, ils utilisent ce truc-là pour vraiment donner cette impression de beaucoup de mouvements, de foule, etc. Et en fait, on peut toujours adapter des codes vers d'autres médiums, et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant quand c'est bien fait. Quand tu te poses les bonnes questions, parce que autant adapter manga ou mettons comics, bande dessinée vers de l'animation, tu restes sur du dessin. Tandis que là, tu passes quand même à autre chose, à un autre outil qui est la caméra, quoi. Donc évidemment, du coup, là, les possibilités techniques, elles sont plus du tout les mêmes, mais comme tu en as listé déjà certaines, si on se repose pas effectivement sur des attirails un peu théâtraux, quelque chose de très, très artificiel, qui fait toc, moi ça fait mal quoi, quand on aime un peu un animé ou quoi, ou un manga, et qu'on voit ça rendu de cette manière. Donc en somme toute, c'est des histoires des mélodrames comme ça. Il faut dire, il y en a quoi, des films de Koreeda, ou on pourrait en citer un petit paquet. Je pense que c'est pas. Est-ce que c'est souhaitable? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas déconnant. Avec cet objet-là. En tant qu'histoire, l'histoire est belle. Elle se tient tellement bien. Elle se tient tellement bien. Et même dans ce cas-là, elle peut avoir d'un peu absurde, absurde non, un peu, je veux dire, plus étonnant, un peu et détonnant dans le fait qu'elle va varier les tons. Je pense que ça peut. Le cinéma le fait très bien aussi, quoi. Oui, clairement. Clairement. Je pense qu'on approche bientôt de la fin. Ouais. Oui, petit point contextuel. Ouais. D'ailleurs, ça en est où Chainsaw ? Ouais, c'est toujours en série. C'est toujours en cours.
Je trouve que justement ça a bien remonté. Enfin là mon intérêt il est à fond en ce moment. Et du coup oui, avec la découverte aussi des one shots, moi ça m'a donné envie de les lire pour le coup. Je pense que c'est un truc que j'inviterais aussi à faire dans le public si vous n'avez pas encore découvert les autres œuvres de Fujimoto, ne serait-ce que pour leurs histoires aussi. Je pense que c'est intéressant. Je crois qu'on doit avoir aussi sur une table qui traîne sur le côté, il y a Adieu Eri, qui est un autre one shot aussi, et qui pour le coup reprend carrément un format de case en mode ciné en fait. Donc voilà. Il y a toujours le mélange des genres et il y a moyen de le feuilleter, voilà, il est sur le côté. Mais ouais, clairement, j'ai revu des moments qui m'ont vraiment fait penser à Chainsaw Man dans les thématiques, dans les réactions aussi. Et je trouve que le truc que tu as dit au tout début, le fait que des fois tu as des grimaces, des trucs comme ça, et ben c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est la laideur de certaines réactions qui fait toute la beauté, le réalisme en fait. Les yeux, les cernes là, c'est incroyable les cernes, toujours les yeux. Un peu, on dirait qu'ils ont passé vraiment une sale nuit quoi. Oui, c'est incroyable. Il faut faire confiance aux impuretés du dessin. Enfin, c'est souvent ce qu'il y a de plus, ce qui suggère le plus de choses. Donc c'est peut-être ce qui m'a le plus donné envie de m'intéresser du coup aux autres travaux de Fujimoto, c'est clair. Je pense qu'on va passer plusieurs semaines à s'y replonger après cette projection. Alors, entre Look Back, je pense que c'est la question de conclusion, c'est ça. Entre Look Back et Chainsaw Man, diriez-vous que les deux œuvres partagent des thématiques et une esthétique commune? On retrouve certaines similitudes, malgré des univers très différents. Ou alors, il n'y a aucun point commun entre ces deux œuvres? On vous a biaisé parce que j'en ai parlé juste avant. Mais en fait, c'est pas un sondage, c'est une évaluation de la table ronde pour voir si vous avez bien suivi. Non, bien sûr... Ouais, ok, on retrouve évidemment certaines similitudes, hein, on en a bien parlé. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ça avec notre grande tombola. Oui, je sais pas comment on va de faire. Putilo. Mais... Est-ce qu'on a les... En tout cas, merci déjà d'avoir suivi. Merci beaucoup. Si tu veux ajouter, je sais pas, si tu as d'autres choses à dire... Là, pas grand-chose. Réaction de fin. Sinon comme tu disais, je pense que je vais vraiment approfondir et essayer d'aller voir non seulement tout ce que Oshiyama a déjà pu faire, que j'ai pas déjà vu, et ne pas snobber Fujimoto comme je l'ai méchamment fait, parce que c'est une grossière erreur de ma part. Très bien. La leçon est retenue. Oui, sensei. C'est ça. Merci. Du coup, c'était Alexandre Kaoudal qui du coup est sur un podcast, c'est ça, en intervalle. Le cinéma, l'animation sous toutes ses formes. On est sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Bon, ça c'est pour la promo. Mais bon, on doit faire à peu près un épisode par mois. On s'intéresse à peu près à toutes les époques, toutes les cinématographies, toutes les techniques d'animation, surtout autant du dessin que de l'animation de volume. On a terminé là 3 épisodes sur la rotoscopie, justement, on en parlait un peu plus tôt tout à l'heure, dans les films de Richard Linklater. Donc vous avez peut-être entendu parler de son dernier film, la Apollo 10,5, A Childhood Space Age, qui était sorti sur Netflix il y a 1 ou 2 ans maintenant. Enfin voilà. On essaye de varier les plaisirs, histoire de conserver la curiosité vive, on va dire. Voilà. Et du coup, nous, c'était Evan et Jérôme du Morio Show. On était aussi entourés de, bien sûr, nos adhérents et bénévoles qui ont fait la captation et qui sont souvent avec nous sur nos animations. Nous, on est vraiment axés sur les mangas, en fait. On veut faire des rendez-vous mangas sur Rennes. On veut que les gens discutent de mangas, des œuvres, des auteurs. On veut faire découvrir des choses et on veut que les gens se fassent découvrir entre eux des œuvres. Donc... pour ça, on a vraiment lancé une association sur Rennes là, depuis 2-3 ans. Et tous les mois, en fait, on a plusieurs rendez-vous. Alors, on en a un notamment au Champ Libre, qui n'est pas forcément lié à l'association, mais les Champs Libres ont un dispositif pour permettre de créer des groupes de discussion autour d'une passion commune. Et du coup, on en a lancé un sur les mangas. Donc là, en ce moment, il y a entre 10 et 15 personnes qui viennent à chaque fois, qui chacun partage leur lecture du mois en fait. Ça permet vraiment de découvrir plein d'œuvres et puis c'est très sympa. On se retrouve généralement dans un café après pour boire un coup et tout ça.
Et on a d'autres types de rendez-vous. Ça nous arrive de faire des conférences, des tables rondes comme ça. Ce qu'on aime bien, c'est donner la parole justement à des invités, que ce soit justement comme Alexandre, des gens qui bossent vraiment sur le sujet de l'analyse, etc. Ou alors des professionnels du milieu. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y en a parmi nous, il y en a autour de nous. À Rennes, il y a un mangaka qui a déjà sorti plusieurs tomes, qui est Nicolas David, qui a plusieurs projets en fait. Il y a des choses comme ça, il y a les librairies, il y a les éditions, et nous, on veut vraiment que ce monde-là se rencontre en fait, et qu'on lève un peu le voile aussi sur l'univers un peu manga et japanimation, avec les comédiens aussi, notamment de doublage. Enfin, on est vraiment sur cet aspect-là, quoi. Donc on a mis des cartes sur la table. Vous n'hésitez pas à nous dire aussi si l'association vous intéresse, parce qu'on est en pleine rentrée. Ouais. Donc plein d'activités. Plein d'activités à démarrer. Si vous êtes fan de One Piece, on a pas mal de choses aussi sur One Piece. On fait des doublages, voilà, plein de choses. Donc n'hésitez pas. On a des cartes ici, des cartes ici. Bravo à vous, et puis merci à tous et à toutes d'être venus, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et peut-être qu'on se retrouve sur Rennes pour des futurs événements. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci. Merci.